Notre société. Oula, ouais, commencer une vidéo par notre société, je sais, c'est plutôt casse-gueule, j'en conviens. Mais tenez le coup, vous allez voir, je vous jure que ça fait sens. Notre société aime les marginaux. Vous pouvez me la refaire sans trembler des genoux, celle-là? Notre société aime les marginaux dans la fiction. Je veux. Et c'est plutôt normal, le personnage du marginal, c'est un archétype absolument incroyable pour la narration. Le marginal, il est mystérieux, il a des compétences qu'on ne comprend pas, il a des tics et des tocs, il sait compter les cure-dents qui tombent sur le sol, il sait courir vite, il sait soigner mieux que les autres, il sait chanter mieux que les autres, il sait jouer mieux que les autres, il est meilleur que les autres. Le marginal, c'est le petit génie, celui qui va tout changer parce qu'il est exceptionnel. Tout le monde l'aime, le marginal de fiction. Surtout si ses compétences, elles sont reconnues, appréciées, aimées, mais surtout marchandables. Parce que le marginal, il évolue dans notre monde, dans un monde capitaliste. Pognon égale fric, fric égale pognon, c'est pas compliqué. Il y a une hiérarchisation du marginal, il y a un jugement qui est posé sur lui. Si le marginal, il est considéré comme utile à la société mainstream, s'il peut devenir marchandable, s'il est propre sur lui, s'il fait pas trop de bruit, s'il coûte pas trop cher, s'il fait pas chier le nanti, ça devient le bon marginal, le bon pauvre, celui qu'on peut avoir pitié sans trop y penser, celui qui nous fait même pas culpabiliser de le laisser dans la merde, presque qui nous fait l'envier. Et ça se voit dans l'art aussi, la figure de l'auteur maudit, le pauvre incompris qui émerveille le monde après sa mort, celui qui avait une vision qu'on n'a pas su saisir à l'époque alors que pourtant il était exceptionnel. Ça, c'est la figure par excellence du bon marginal. Le marginal acceptable du fait qu'on n'a pas pu le gérer. Ça, c'est les marginaux que le mainstream aime. Surtout quand ils sont morts. Et en plus, si tout le monde imagine que ton statut de pauvre et ta situation de précarité sont le moteur de ta créativité, on en revient à l'archétype de l'artiste maudit, c'est que c'est ta marginalité qui a fait de toi ce que tu es, alors il n'y a aucune raison d'améliorer tes conditions. Presque c'est te faire du mal que d'améliorer tes conditions. Et ça, c'est parce que le capitalisme, c'est le mal. Voilà, je sais pas si vous êtes nouveau ou pas sur la chaîne, si c'est le cas, bienvenue, mais vous allez voir, c'est un thème plutôt récurrent ici. Vive l'international! Le marginal de fiction, il est utile au non-marginal, il est compréhensible pour le non-marginal, il a une valeur aux yeux du non-marginal. Le bon marginal de fiction, il va vers le non-marginal, il change pour le non-marginal, il s'insère dans le monde du non-marginal, et jamais, au grand jamais, il ne doit chercher à le changer. Notre société aime les marginaux quand les marginaux souhaitent la rejoindre. Mais alors, qu'est-ce que ça donnerait un auteur qui parlerait de marginaux? Qu'est-ce que ça donne une œuvre entièrement tournée vers cette population, vers ses qualités, vers ses défauts, vers ses exploits et ses exploiteurs? Qu'est-ce que ça donne un auteur qui traite les marginaux comme les héros? Pas comme des losers magnifiques à la gomme ou des prédateurs absolus à la robe zombie, mais comme les héros de leur propre histoire. Et ça donne Joe Bennett. Une nouvelle tête, un nouvel auteur qui de Scavenger Reign à Bird, de ses premiers courts-métrages à Common Side Effect, de par son esthétique du bizarre et du psychédélique, de son approche naturaliste des décors, de son esthétique désagréablement étrange, de ses critiques sociétales et de son ode à la marginalité, nous fait découvrir de nouveaux marginaux. Des marginaux héros d'un monde nouveau. Que des marginaux. Alors, récemment, si vous êtes un petit peu perdu sur Max, il y a peut-être moyen que vous soyez tombé sur ça. Alors, c'est sûr, le premier contact, il est pas commun. Déjà, c'est de l'animation pour adultes américaine, un genre qui a pas franchement la meilleure réputation du monde en ce moment. Ça a l'air en plus globalement moche, je veux dire, à la limite, le perso principal, on dirait Seb du Grenier, mais globalement, c'est sûr, c'est pas ultra attirant, surtout avec cette grosse tête et ses petits yeux. Et puis, vous regardez le premier épisode, et ouais, mais c'est cool en fait. Et à la fin de la série, vous allez plutôt dire quelque chose du genre « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette anomalie de l'enfer que je viens de voir ?» Pourtant, alors qu'elle a tous les traits de l'anomalie étrange qui déboule sur nos écrans, on sait pas trop comment, cette série, elle vient pas de nulle part.
Il est vrai que Joe Bennett c'est un auteur assez discret, faut dire que sa carrière est extrêmement jeune aussi, mais à l'instar de ses personnages, c'est globalement quelqu'un de plutôt discret et calme. On recense de lui quelques interviews assez discrètes elles aussi, mais globalement intéressantes, on apprendra notamment que c'est un fan de notre cher Guillermo del Toro, et vous savez que ici c'est direct un bon point coincard, mais ouais, globalement, Joe et ses personnages ont cela de commun que leur talent, ils l'exercent plutôt tranquillement dans leur coin. Prenez son personnage de Marshall par exemple, c'est un très bon exemple de ça. Qui est-il ? C'est un gars un peu bizarre, fasciné par les champignons et les reptiles, à des années-lumière de tout standard de beauté de sa société et de son époque, ce dont il a l'air de se foutre d'ailleurs royalement. Bourré d'incertitudes, mal à l'aise avec les autres et toujours un peu en décalage avec les codes de la société, mais en même temps extrêmement intelligent dans son domaine de compétences. C'est un marginal dans tous les sens du terme, comme le sont quasiment tous les personnages de son créateur. Mais à la différence du marginal de fiction classique, pensez au marginal de Gunn par exemple, le fait d'être un marginal, c'est pas un problème pour lui, il l'assume complètement, même pas il le porterait en étendard, mais juste, il est comme ça et il va pas chercher à changer pour le plaisir des autres. Les personnages de Joe sont des marginaux qui assument leur marginalité et leur étrangeté, et qui s'épanouissent dedans. Et là, le cas présent, la spécialité du mec, c'est des champignons bleus miraculeux qui peuvent tout soigner, mais ça peut tout en être des trucs beaucoup plus triviaux. Prenez le personnage de Jay du court-métrage du même nom, un de ses premiers travaux et clairement une des premières ébauches de son style de personnage. Et ça montre la création d'un type de personnage contre leur monde, peut-être un peu fou, ou en tout cas clairement sur le spectre, entièrement concentré sur des sujets semblant complètement triviaux aux gens autour d'eux, mais pourtant pas des clowns ridicules, intelligents, voire extrêmement intelligents selon leurs propres termes et leur entourage, mais surtout en décalage avec le monde qui les entoure. Jay, il est incollable sur les aspirateurs. Tout aussi trivial, couillon et inutile que ça puisse paraître aux autres ou à ses collègues, reste pas que lui son truc, clairement, c'est les aspirateurs et il kiffe sa vie comme ça, et qui sommes-nous pour juger ? Et Joe aime montrer que ce genre d'étrangeté, ce genre d'obsession, ça les rend paradoxalement pleins de vie, surtout mis en comparaison avec ces personnages de mainstream qui sont représentés comme des gens abrutis d'apathie face à la société dans laquelle ils vivent. Des personnages rendus vivants et intéressants par leur excentricité, au milieu de gens qui ne les comprennent tout simplement pas et qui ne veulent même pas les comprendre. Linda, do me a favor? Never look me in the eye again, okay? Because your stare is way too intense, it's starting to make my hair fall out. Et pourtant, et c'est là une des grandes particularités des personnages de Joe Bennett, même si le monde ne les comprend pas, et même si eux-mêmes souhaiteraient vivre tranquillement à l'écart de celui-ci, ces marginaux n'en sont pas insensibles, pas tant à l'état de la société des gens normaux qui les ignorent ou méprisent, mais aux gens qui vivent en son sein. Ils sont remplis d'empathie envers les autres êtres humains. Marshall, quand il découvre son champignon, son premier réflexe c'est d'essayer de le faire découvrir au monde. Même s'il est marginal, il n'en est pas pour autant cynique, et s'il peut aider, alors il le fera lui-même. Does this look healthy to you? I mean, people are so lost and confused and upset, and we spend more money than ever on healthcare, and everyone's still sick. The whole system is sick. Et c'est exactement à cet instant qu'apparaîtra les antagonistes des œuvres de Joe Bennett, les profiteurs, ceux qui utilisent la marginalité des autres pour leur propre intérêt. Et parmi ceux-là, si une très grande place globalement est laissée aux instances capitalistes, parce que quand même ça reste un bon gros gauchiste, parce que évidemment, on le rappelle, le capitalisme c'est le mal, et c'est pourtant les profiteurs au sein des marginaux qui vont généralement avoir le pire rôle dans l'imaginaire de Joe Bennett. Parce que d'une certaine manière, les white trash, les rednecks explosés au gun et à la meth que présente Common Side Effect et la plupart de ses œuvres, ce sont autant des marginaux que Marshall. Oui, Joe reste toutefois honnête quand même sur la situation des populations marginales, particulièrement dans son pays. Le traitement de la marginalité de Joe Bennett, il n'est pas uniquement positif. Et c'est régulier dans ses œuvres, autant il amène un grand amour des marginaux, autant il admet et met en avant les dangers de cette même marginalité, particulièrement dans le contexte américain, si prompt à se nourrir de ce genre de population pour y développer ses extrêmes. Joe dézingue alors leur amour des gros flingues, le crime dans lequel ils tombent, et surtout leurs influenceurs qui les poussent à rester dans une marginalité qui ne leur apporte au final que de la souffrance. Son personnage d'influenceur mascu, de son court-métrage radio, c'est une esquisse de ces futurs rednecks de Common Side Effect. Les deux œuvres se répondent d'ailleurs presque directement, et vu à quel point son style visuel est unique, on pourrait presque les croire tirés d'une seule et même grande œuvre, ce qui, je trouve, serait assez cool. And yes, I've been to Planned Parenthood, undercover, and I got footage of them saying that they take those baby parts and they're making soldiers out of them down at the School of Americas. A lot of those Special Forces soldiers are made out of embryos that they've stolen. Wake up. Le podcasteur mascu qui vend une vie qu'il se fantasme lui-même dans radio, il mène directement à ces personnages de redneck aussi fun que bêtes et dangereux, corrompus et malhonnêtes de Common Side Effect.
Des marginaux économiques dont on a profité de la marginalité pour capitaliser dessus, peu importe à quel point cela les rend dangereux pour eux-mêmes, le monde autour d'eux et leurs propres semblables marginaux. Parce que oui, et sans vous spoiler parce que c'est un peu évident, ce seront les premiers à tenter de contrôler le champignon une fois qu'ils seront tombés sous le contrôle d'un esprit plus fort qu'eux. Cet esprit étant, eh bien, au final, une autre marginale, ancienne collègue de Marshall qui va transformer son opération de bienfaisance en opération de trafic. Un personnage qui n'a rien de différent, malgré son discours, du grand patron de Big Pharma qui veulent mettre la main sur le champignon pour leurs propres bénéfices. D'ailleurs, et c'est plutôt évident, mais cette ode à la marginalité dans son œuvre s'accompagne aussi d'une manière assez logique, d'une profonde critique sociétale. On sent dans le travail de Joe une certaine ode à la simplicité et à l'honnêteté, un profond rejet de la corruption et un regard très sombre sur la société qui l'entoure, tout en étant paradoxalement toujours extrêmement optimiste quant à la nature humaine. Bird, un de ses premiers courts-métrages, en est un bon exemple. C'est une histoire simple, deux frères faisant du camping en pleine nature pour observer les oiseaux tout en parlant de leur rapport au monde et à la mort. Une petite œuvre toute simple et douce qui englobe la vision très naturaliste de l'auteur. Deux personnages inquiets sur leur propre mortalité, incertains quant à la direction de leur vie et leur rapport au monde, et semblant jugés par une nature indifférente à leurs soucis, et vivant à son propre rythme à côté d'eux. C'est probablement d'ailleurs le court-métrage le plus rapproché thématiquement de son futur travail sur Scavenger Reign. Certes, Scavenger Reign est visuellement son œuvre la moins personnelle sur le plan visuel, mais c'est celle où on va y retrouver la plus grande majorité de ses thèmes naturalistes. Ces personnages étant tous encore une fois des marginaux, bien que forcés de l'être par les circonstances, et qu'ils sont marginaux non pas d'une société, mais d'un écosystème. Scavenger Reign, ce sera aussi l'apothéose de son ton profondément naturaliste, faisant de son monde l'apothéose de sa nature indifférente aux péripéties et souffrances des humains qui se baladent en son sein. Le tout associé à son amour de l'esthétique psychédélique commune à toutes ses œuvres. Et si le sujet vous intéresse sur Scavenger Reign, il y a déjà une vidéo qui traite de ça sur la chaîne. Quant aux critiques sociétales, si on peut voir au travers de plusieurs personnages de Scavenger Reign une critique amère du rapport de l'homme à son environnement, Common Side Effect, elle, proposera une critique bien plus amère mais de son propre monde et de sa propre société. On l'a vu en parlant du mal que la société inflige à ses marginaux et à ceux qu'elle pousse dans la marginalité, de ceux qui profitent d'eux, qui leur vendent du mensonge et un mode de vie toxique pour leurs propres bénéfices. Mais toutefois, la série restera systématiquement consciente que tous ces problèmes ne sont que des symptômes d'une maladie bien plus grave, à savoir le système capitaliste oligarchique américain. Alors oui, bien sûr, ce système il n'est pas seulement propre aux États-Unis, il y a beaucoup de critiques de Common Side Effect qu'on pourrait faire sur d'autres systèmes, mais reste que c'est quand même très clairement celui-là qui est critiqué de fond. Et cette critique, Joe Bennett paradoxalement aime beaucoup la faire en utilisant un ton et une esthétique profondément casse-gueule. Parce que Joe, il aime beaucoup utiliser l'esthétique et le phrasé de l'univers complotiste. Mais là où il réussit, c'est qu'il ne rentre jamais dans une vision premier degré de ses discours. Oui, son univers présente un pays qui, comme dans notre monde, est globalement dirigé par les intérêts économiques de grands groupes. Oui, ici, les grands groupes pharmaceutiques sont dirigés à la fois par des incompétents, des corrompus et des individus profondément maléfiques et probablement démoniaques qui buvraient sans doute le sang des pauvres si ça pouvait leur faire gagner un demi-quart de pourcentage sur leur bilan trimestriel, comme dans notre monde à nous, parce que le capitalisme c'est le mal. Sauf que contrairement à beaucoup de récits complotistes, Joe va toujours prendre le temps de répondre au pourquoi, d'y apposer une réponse logique, ou en tout cas qui fait sens dans son univers. Ce qui prend totalement à contre-pied le narratif complotiste, normalement attribué à ce type de récits. Des récits parfois teintés de vrai, parfois complètement faux et débiles, mais qui ne proposent jamais un pourquoi qui fasse sens. Ici, par exemple, le pourquoi Big Pharma cherche aussi activement à mettre la main sur le champignon de Marshall et à mettre fin à son opération, c'est pas parce qu'ils sont intrinsèquement méchants et qu'ils cherchent à faire souffrir l'humanité parce que ça leur fait plaisir de voir les gens mourir. Here in America, you have to work for your healthcare. It's a good system, dynamic. It's not that popular. The system that has taken such good care of you, it would crumble. Imagine it, Rick. Economies will collapse. Cartels will arise with their own grip on the mushroom, killing rivals. If this mushroom heals wounds, every fight is to the death. Wars will be unimaginably ferocious. We'd kill on a massive scale. Everything black and white. No in between. None of the shade that brings life, meaning. Félicitations, vous venez de décrire l'état exact des États-Unis d'Amérique. Bravo!
Alors bien sûr, là ce qu'il vient de dire, c'est n'importe quoi. La raison en elle-même est mauvaise et son raisonnement est complètement biaisé et pété par sa vision du monde et la société dans laquelle il évolue. C'est un raisonnement qui part du principe que l'homme est un loup pour l'homme, qui est une vision intrinsèquement capitaliste et fausse de la nature humaine. Quand on vous dit que les capitalistes veulent votre mort. Et d'ailleurs, c'est la perte de cette vision par le personnage de Frances, ami de Marshall, qui mènera à sa fuite de ce système et à ses valeurs. Parce que Joe reste cela dit un auteur avec une vision globalement positive du monde, du moins des gens. À part le grand méchant, et encore, personne n'est intrinsèquement maléfique dans cette société en guerre contre ses marginaux. Le politicien qui les traque, on l'a vu, il le fait en pensant sauver son monde et sa société de ce qu'il voit comme une menace. C'est quelqu'un de mauvais, qui fait de mauvaises choses, mais qui ne se voit pas en tant que tel, et qui donne une raison à ses actions qui fait sens quand on regarde sa vision du monde. Le patron du groupe pharmaceutique, il est mauvais et il fait de mauvaises choses, mais c'est poussé par la nécessité de son environnement économique qu'il le fait. C'est avant tout quelqu'un de pathétiquement soumis aux logiques de marché qui dirige sa compagnie et sa vie. Au final, lui, que les champignons soignent ou pas, au fond il s'en fout royalement. Tant qu'il a quelque chose à vendre, c'est tout ce qui compte. Et d'ailleurs, quand il trouve un dérivé qu'il peut vendre, il est content. Peu importe que ce dérivé soit une boisson gazeuse, il en a strictement rien à foutre. Ça soigne rien, mais ça se vend et c'est tout ce qui compte. Peu importe d'ailleurs si ce produit sera probablement dangereux sur le long terme et mènera aux événements de la saison 2 que j'attends énormément. En réalité, les seuls personnages profondément mauvais selon Bennett, ce sont les marginaux qui profitent de leurs compatriotes, ceux qui profitent de ces gens qui vivent à la marge pour recréer au sein de la marginalité un nouveau système oppressif, cette fois-ci dirigé par eux. Ceux-là sont vus comme bien pires que les arrivistes voulant capitaliser sur les marginaux et leurs découvertes. Mais bien sûr, au-dessus de leur action, au-dessus de ceux qui commettent les actes les plus infâmes, la vision d'auteur de Joe s'attardera toujours sur les explications sociétales. Le vrai ennemi de ses œuvres, c'est bien plus l'environnement dans lequel évoluent ces personnages que les purs antagonistes. C'est tout le cœur de Scavenger Reign notamment. Et d'ailleurs, sa première œuvre vraiment complète, c'était une esquisse de ça. Cette petite histoire représentant un petit monde de poupées, quelques individus incarnant les tares émotionnelles de leurs créateurs, qui s'entraident pour essayer de comprendre leur monde. Joe, il a beau nous montrer des personnages à l'allure gênante, des visions psychédéliques complètement barrées, des univers globalement sombres, reste que c'est un auteur fondamentalement positif dans sa vision du monde et des gens qui l'habitent, particulièrement des marginaux. Même si ces personnages ne sont pas à l'aise avec, ils tentent toujours par tous les moyens, soit d'essayer de s'y intégrer, soit d'y prospérer à leur manière, soit de carrément le sauver. Scavenger Reign montrait ce rapport au monde en utilisant ces personnages comme autant de métaphores du rapport à son environnement. Common Side Effect utilisera le rapport de l'humain à sa propre santé pour illustrer sa vision du monde qui pour ce sujet est énormément influencée par le contexte de son pays, le système de santé américain étant une abomination sans nom. Quand on regarde sa date de sortie, c'est une évidence que la série a été produite bien avant l'acte de Luigi Mangione, pourtant la révolte du personnage de Frances suit globalement le même pattern. En plus, elle bosse directement pour le système, et même comme ça, elle voit sa mère dépérir dans un hospice pourri sans véritablement de soins, et surtout, elle sait. Elle sait quand elle voit l'entreprise de Marshall, quand elle voit comment il utilise son médicament, quand elle voit comment il fonctionne et à qui il le donne, elle sait ce que la société pour laquelle elle travaille et a travaillé pendant si longtemps en ferait. Le politicien a beau se couvrir en disant que l'humanité ne doit pas y toucher, on comprend très vite que si, le champignon serait utilisé, mais juste pas pour un gamin qui souffre au fond des marais. Ainsi, le conflit qui se met en place autour de Marshall et de sa découverte, il prend très vite les couleurs actuelles de la guerre médicale agitant les États-Unis, une guerre des riches contre les pauvres, une guerre de classe. Et pourtant, même dans ce conflit extrêmement sombre, on va y retrouver la vision positive de l'humanité de Joe, avec son personnage de flic se mettant à questionner les ordres de sa hiérarchie et de sa société, ce qui est quelque chose d'encore plus improbable qu'un champignon bleu qui soigne les pires blessures. They got guys here that sweep horse shit out of stalls. Is that what we are? But for Big Pharma? We're off that case, dum-dum. This is supposed to be our vacation. What if all we're doing is helping the champagne drinkers in the winner's circle wipe out all competition? Do I get paid the same? Joe Bennett est un nouvel auteur sur la scène de l'animation. Avec seulement 2 séries et une tripotée de courts-métrages, on est clairement sur le tout début d'une carrière, mais un début de carrière qui pour l'instant se révèle être globalement un sans faute. Et un début de carrière qui ne nous donne qu'une seule envie, c'est d'en voir la suite. We will watch your career with great interest. Alors oui, c'est pas pour tout le monde, j'en conviens largement. Et ces œuvres, elles ont leurs défauts, notamment un récit qui a tendance à mettre un peu trop de temps à clairement démarrer et à clairement établir ses thématiques. Mais c'est globalement bien peu de choses en comparatif de l'émergence d'un nouvel auteur d'animation pour adultes. Et bah ouais, si nous, fans d'animation occidentale, sommes si prompts à dunker sur l'animation pour adultes américaine, ça veut aussi dire qu'on doit être honnête et reconnaître quand un nouvel espoir arrive. Alors bien sûr, Joe Bennett n'offre pas des œuvres destinées au plus grand nombre. Son style
style visuel est très marqué, ses chara-design le sont encore plus, ses thématiques, j'en parle même pas. Enfin si, je viens de faire 20 minutes dessus, mais enfin vous m'avez compris quoi. Pourtant, et vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne depuis un moment, et si vous le savez pas, et bah c'est le moment de vous abonner parce que ça me ferait très plaisir. Ici, on aime quand quelqu'un essaye, quand on nous montre quelque chose de différent, d'original, même si c'est profondément bizarre, et même si c'est potentiellement gênant, surtout si c'est bizarre et gênant, et bah on est tout de suite plus coulant qu'avec une énième série pour adultes à l'humour bas du front et pipi caca, ou un énième rip-off de Rick and Morty, ce que Rick and Morty est paradoxalement devenu, tiens, un rip-off de lui-même. Et au final, ce qu'on peut tirer de tout ça, eh bien c'est continuer à chercher de bons auteurs dans ce média que nous aimons tellement, et moi, je vous dis à bientôt, et salut!